Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo dans laquelle je réponds à toutes vos questions, toutes vos inquiétudes concernant cette crise financière internationale qu'on est en train de vivre en ce moment tous ensemble. Et donc, j'ai repéré dans les différentes questions que vous m'avez posées, parfois sur Instagram, parfois sur Facebook, surtout dans les commentaires de vidéos YouTube. Il y a beaucoup de questions très intéressantes que vous m'avez posées. Alors, c'est sûr que j'ai l'habitude de répondre à toutes les questions que vous mettez en commentaire, mais là, j'en ai quand même sélectionné 6 qui me paraissaient vraiment essentielles. Et je me suis dit que vous les faire dans une vidéo, ce serait très sympa pour vous. Donc, voici les 6 questions que j'ai sélectionnées pour vous. Premièrement, nous allons répondre à la question de Saïd qui me demande si l'épargne actuelle, votre épargne, mon épargne en euros, est-ce qu'elle est à risque en ce temps de crise? Deuxième question, la question de Laure. Comment gère-t-on le préavis d'un locataire en cette période de confinement? Troisième question, la question de Ismaël. Les taux d'intérêt d'emprunt vont-ils augmenter ou baisser après la crise? Quatrième question, la question de Jeff. Est-ce que je prends des garanties de loyer impayés pour mes investissements, moi-même personnellement, et qu'est-ce que je vous conseille? Cinquièmement, Nico me pose la question, comment applique-t-on la règle des 70% pour des loyers en colocation? Et enfin, sixièmement, Emmanuel me pose la question par mail, les loyers vont-ils baisser ou augmenter après la crise? Donc, sans plus attendre, je vais répondre à toutes ces questions dans la même chronologie que celle que je viens de vous dire actuellement. Si vous voulez directement aller à la question qui vous intéresse, vous avez les minutes et les secondes dans lesquelles je commence chaque réponse de chaque question en commentaire. Donc, si c'est simplement la troisième question qui vous intéresse, eh bien, vous pouvez tout de suite aller à la minute qui correspond à cette question pour que vous puissiez directement avoir la réponse. Donc, sans plus attendre, on commence avec la question numéro 1. C'est la question de Saïd qui me met le commentaire suivant. Bonjour, est-ce que le fait d'avoir de l'argent sur différents comptes bancaires, CCP, CEL, PEL et assurance vie, plutôt que dans l'immobilier, est risqué pour les mois qui viennent? Exemple, méga grosse inflation qui ferait perdre de la valeur monétaire de mes bas de laine. Donc, Saïd, c'est une question très intéressante que tu te poses là. Pour tout ce qui est euro, donc pour tout ce qui est CEL, PEL, etc., ça ne va pas beaucoup bouger, ça ne va pas perdre, ça va ni en gagner ni en perdre, ça va vraiment rester très stable. Ce qui risque de bouger surtout, c'est tout ce qui est assurance vie. Si tu as choisi des profils plutôt risqués pour tes placements en assurance vie avec pas mal de fonds actions, ceux-ci vont baisser. Mais d'un autre côté, si tu fais comme moi et que tu prends pas mal de fonds euros et que tu fais aussi beaucoup d'investissements pour tout ce qui est entreprise du CAC 40 ou même simplement tu achètes de l'indice CAC 40, bon, CAC 40, je te rappelle que ce sont les 40 plus grandes entreprises de France, les 40 entreprises les plus florissantes. Donc si tu en as une, si tu as la 40e qui commence un petit peu à battre de l'aile, elle va être remplacée par la 41e qui poussait au portillon. Donc on peut très bien imaginer, et ça il n'y a pas besoin d'être un grand économiste pour le comprendre, c'est que si un jour le CAC 40 tombe à zéro de valeur, quoi qu'il arrive, tous nos euros, tous les euros de la zone euro vaudront zéro. Donc continue à diversifier si tu veux vraiment sécuriser au mieux tes euros, simplement ton épargne, ce que tu as dans tes comptes, eh bien, il faudrait que tu ouvres des comptes bancaires dans différents endroits du monde et que tu aies différentes devises. Pourquoi pas avoir des dollars américains, pourquoi pas avoir de la monnaie chinoise, pourquoi pas de la monnaie japonaise. Voilà, il faudrait que tu diversifies, que tu ouvres des comptes bancaires à l'étranger. Bon, c'est une solution. Parfois, il n'est pas possible d'ouvrir des comptes à l'étranger si toi-même tu n'es pas résident à l'étranger. Mais si tu veux diversifier de façon à pouvoir, je dirais, diviser le risque sur ton épargne, ça reste la seule façon. Moi, je reste très confiant par rapport à l'euro. Le risque d'inflation après une crise, il est presque inévitable. Pourquoi? Parce qu'il va falloir relancer l'économie. Relancer l'économie, certes, on peut le faire en augmentant un petit peu les impôts, mais si on augmente aussi trop les impôts des gens riches, ils vont s'en aller. Si on augmente les impôts des ménages moyens, ils ne vont pas arriver à vivre. Donc, le jeu est beaucoup plus délicat, donc il va y avoir de l'inflation parce que les États, la BCE, va tout simplement faire ce qu'on appelle, va faire tourner la planche à billets pour redistribuer encore des devises sur le marché. Là, ce qui est très rassurant, c'est que la crise que nous vivons actuellement, elle est la même pour tous les pays du monde. Donc si toutes les monnaies du monde perdent demain 30% de leur valeur, bon bah, les écarts que nous avons avec l'euro, avec le yen, avec ceci, cela, avec toutes les différentes monnaies, tout aura baissé dans les mêmes proportions. Donc en fait, la crise, c'est pour ça que tous les plus grands spécialistes, ceux qui ont écrit des tas de bouquins, même Bill Gates et Warren Buffett, n'arrivent pas à s'entendre sur les conséquences de cette crise-là. Pourtant, on peut quand même leur faire confiance par rapport à leurs compétences à créer de la monnaie. Donc, soyez pas forcément inquiets par rapport à ça. Ce qui peut faire peur, c'est qu'on navigue vers l'inconnu. Moi, pour ma part, je ne suis pas trop inquiet pour la zone euro. Tant que l'Europe reste forte, il n'y a pas de souci. En revanche, si cette crise continue et qu'elle voit l'implosion de la zone euro, là, c'est certain qu'on peut commencer à s'inquiéter. Donc voilà, Saïd, pour ce qui est de tes comptes CCP, CE, etc., pas trop d'inquiétude. En revanche, pour tout ce qui est assurance vie, si tu as du fonds euro,
il n'y a pas trop de problème. En revanche, si c'est du fonds action, là, il est fortement probable que ça ait dévissé pas mal. Deuxième question, je réponds à la question de Laure. Bonjour Rodolphe, merci pour cette vidéo très instructive. J'ai une question concernant le confinement et son impact sur les préavis. J'ai un locataire en meublé qui souhaite donner son préavis pour partir fin avril. Comment gérer cela en pleine période de confinement? Merci Rodolphe pour ton retour. Donc Laure, je vais te dire un petit peu ce que je fais moi, la consigne que j'ai donnée aux personnes qui gèrent mes biens en France. Tout le monde est soumis au confinement. En revanche, ce n'est pas parce qu'il y a confinement que ton locataire a obligation de rester et qu'il ne peut pas partir, il ne peut pas quitter le logement qu'il te loue pendant cette période. Ce qui est important de retenir, c'est que pour que ton locataire puisse partir en bonne et due forme, tu dois faire ce qu'on appelle l'état des lieux de sortie. L'état des lieux de sortie, on peut le faire avec des photos, mais moi personnellement, je n'aime pas faire ça. C'est pour ça que je préfère que des personnes se déplacent, fassent un état des lieux en bonne et due forme, fassent des photos, etc., etc. Et pour ça, il faut qu'une personne se déplace. Donc, tu peux très bien dire à ton locataire, pas de souci, vous quittez le logement à la date de fin de bail ou à la date du courrier que vous m'avez envoyé comme ce qui est convenu. En revanche, je ne pourrai vous rendre votre dépôt de garantie qu'une fois le confinement terminé, parce que je me rendrai sur place. On pourra faire ensemble l'état des lieux, donc avec vous et avec moi. Et si tout est conforme, je vous rendrai votre dépôt de garantie. Voilà, c'est la seule chose que vous puissiez faire et c'est d'ailleurs ce que je conseille à tous les participants de mes programmes de formation actuellement parce qu'il faudra attendre la fin du confinement pour que tu puisses tout simplement lui rendre son dépôt de garantie et faire ce qu'on appelle l'état des lieux contradictoire, c'est-à-dire que tu seras présente avec ton locataire pour signer ce fameux état des lieux et faire en sorte que ton locataire puisse quitter son logement en bonne et due forme et récupérer ou non la totalité de son dépôt de garantie en fonction de l'état dans lequel il aura laissé l'appartement ou la chambre si c'est une colocation. Troisièmement maintenant, nous allons répondre à la question de Ismaël. Bonjour, la question qui me turlupine le plus est de savoir si les taux d'emprunt vont prendre un coup ou non en sortie de crise. Merci. Donc Ismaël, j'ai fait très récemment une vidéo sur le sujet. Ce qui est dit dans le journal sur internet capital.fr, je te mets l'article qui est là, c'est que sur les 20 à 30 prochains mois, donc pour ce qui est 20 et 30 prochains mois, c'est mon banquier qui me l'a confirmé, les taux d'emprunt vont rester très bas. Pourquoi? Parce que les États vont continuer à emprunter des devises, donc des euros, à des taux très très bas et donc vont permettre de faire profiter tous les emprunteurs, que ce soit des entreprises, que ce soit des particuliers, que ce soit pour faire de l'emprunt pour de la résidence principale ou pour du locatif. Et en plus, je t'invite à aller voir cette vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, je te mets le lien juste ici, dans laquelle tu vas également pouvoir voir que emprunter en 2020 sera plus simple qu'en 2019. Quatrièmement, je vais maintenant répondre à la question de Jeff qui me demande as-tu souscrit des assurances loyers impayés sur tous tes investissements? Le conseillerais-tu pour des futurs investisseurs? Merci Rodolphe, vidéo très enrichissante en temps de crise. Donc Jeff, oui, je possède sur tous mes biens mis en location à l'exception des locaux commerciaux, soit des garanties loyers impayés gratuites comme Visal.fr, c'est d'ailleurs la seule garantie loyer impayé gratuite que j'utilise. Je sais qu'il y en a d'autres et j'utilise pour les locataires que j'ai qui ne rentrent pas dans les dans les cas d'éligibilité de la garantie Visal, j'utilise des garanties loyers impayés payantes. Ce qui est fascinant avec Visal, ça s'écrit www.visal.fr, c'est comme Vital mais avec un S à la place du T, c'est que Visal va couvrir tous les types de locataires qui ne sont pas en principe couverts par les garanties loyers impayés payantes. Maintenant que vous avez cette information-là, chers amis investisseurs, déjà si vous l'avez trouvé intéressante, c'est le moment de liker cette vidéo, mais également vous n'avez plus le droit de penser qu'il est impossible de prendre des garanties de loyer impayés pour tous vos logements. C'est compliqué pour les locaux commerciaux, bien que des garanties de loyer impayés payantes existent. Moi, je ne les prends pas parce qu'elles sont tout simplement prohibitives. On peut vous prendre jusqu'à 6 à 7% de votre loyer tous les mois. Enfin, ça peut vite faire des montants astronomiques. Tandis que les garanties de loyer impayés payantes, elles vont être pour les plus, les moins chers entre 1,8% à 2,5%. Donc, il est vraiment, pour moi, c'est le prix de votre sommeil, donc moi je les prends systématiquement parce que je ne veux pas avoir à me soucier des difficultés de paiement de mes locataires. Ce sont les agences immobilières qui gèrent ça pour moi. Ça se passe toujours très très bien, même si aujourd'hui, vous voyez, je vous dis que je ne prends pas de garantie loyer impayé sur mes locaux commerciaux. Pourtant, aujourd'hui, dans mon expérience d'investisseur, je n'ai eu des soucis de loyer qu'avec des locaux commerciaux. Je n'ai jamais eu un seul souci de loyer impayé avec mes locataires de logement, que ce soit de la colocation, du meublé, du nu, je n'en ai jamais eu. En revanche, j'en ai déjà rencontré quelques-uns avec des locaux commerciaux. C'est à vous de voir et de diversifier le risque une fois de plus. Cinquièmement, je réponds maintenant à la question de Nico qui m'écrit « Salut Rodolphe, est-ce que la colocation est pour toi un mode de location classique qui peut servir de base à la règle des 70% ?
Quand je parle de mode de location classique, il faut bien comprendre, c'était concernant la vidéo par rapport à la communication avec le banquier. Si cette vidéo vous intéresse, je vous la remets juste ici au-dessus. C'est que pour parler avec votre banquier, pour qu'il comprenne les règles d'autofinancement, etc., eh bien, vous devez tout simplement calculer un autofinancement sur la base d'un mode de location classique. Pour moi, la location classique, c'est soit de la location meublée toute simple, soit de la location nue. Mais dès qu'on parle de location en colocation, colocation simple, colocation haut de gamme ou location courte durée, pour moi, ça n'est pas de la location classique. Location classique, c'est ce que le banquier va voir dans 95% des cas, c'est-à-dire soit de la location nue avec des baux de 1 an en zone tendue ou de 3 ans en zone non tendue, ou des baux de 1 an en meublé, en zone tendue comme en zone non tendue. Donc, vous voyez, c'est uniquement ça. Donc, si votre investissement immobilier s'autofinance, respecte la règle des 70% en considérant un loyer dans votre calcul de rentabilité et dans votre calcul de cette règle des 70%, eh bien il faut impérativement que ce loyer soit un loyer de location classique parce que c'est ce que le banquier va considérer pour vous octroyer le crédit. Et enfin, sixièmement, je réponds maintenant à la question de Emmanuel. Emmanuel, alors, je vous mets ici tout le mail qui m'a mis, mais je vais simplement me concentrer sur le dernier paragraphe. Ma question demeure sur le prix des loyers durant une crise économique. Après m'être penché sur le sujet, il ne semble pas y avoir de fluctuation malgré ces crashs. Qu'en penses-tu? Sommes-nous dans une bulle spéculative des loyers? Emmanuel, c'est une question très intéressante que tu m'as posée. Et c'est vrai que lorsque j'ai lu la question, je m'étais déjà fait une petite idée de ce que j'allais te répondre, mais j'ai quand même regardé à droite à gauche en fait sur différents articles, sur différents blogs immobiliers. J'ai également demandé à ma communauté sur Facebook, dans le groupe privé, sur le groupe Facebook qu'on partage avec tous mes élèves. Et en fait, ce que l'on observe, c'est que bien que la crise immobilière va être là, hein, le prix de l'immobilier risque de baisser de 10, 15, peut-être 20% dans certaines régions. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va baisser. Pourquoi? Parce que les gens vont avoir un petit peu peur d'acheter. Donc il va y avoir moins de demandes et toujours autant d'offres. D'accord? Tandis que la quantité de personnes qui cherchent à se loger, que ce soit en logement à louer ou en logement à acheter, va rester la même. Évidemment, le pire des scénarios qu'on puisse avoir, c'est que le Covid-19 fasse des dégâts monstrueux, qu'en France il y ait 10 millions de morts. Donc 10 millions de morts, ça va faire... alors évidemment, c'est un scénario catastrophe et je ne souhaite absolument pas que ce soit ça qui arrive, hein, mais avec des millions de logements qui se libèrent, là effectivement, ça va créer une demande qui va être absorbée, enfin pas une demande, mais une offre de biens sur le marché qui vont arriver. Les prix de l'immobilier vont dégringoler, mais bon, pour l'instant, le Covid-19 va encore malheureusement faire beaucoup de victimes, mais on ne va pas arriver à des millions de victimes. Et puis même si, c'est un peu terrible ce que je vais dire, et vraiment excusez-moi, mais c'est pour parler un petit peu cru, mais si les conséquences de la pandémie actuelle fait 100 000 morts en France, admettons que dans les 6 mois qui arrivent, il y ait 100 000 logements qui se libèrent, d'accord, donc des personnes âgées, etc., des héritages, des successions, des biens qui vont se mettre à vendre, 100 000 logements sur environ 28 millions de locataires. Quand vous regardez l'un dans l'autre, ça fait que quelques pourcents, donc la répercussion qu'il va y avoir sur les loyers va vraiment être plus que minime. Donc non, en fait, si tu veux, Emmanuel, pour répondre clairement à ta question, je ne pense pas qu'il y aura de baisse sur les loyers. En tout cas, s'il y a une petite baisse, elle va franchement être indolore pour nous, investisseurs. Moi, pour l'instant, j'ai aucun de mes locataires qui me demande de baisser. Enfin, aujourd'hui, en fait, ce que vous pouvez avoir, c'est que vous risquez d'avoir des locataires qui vont vous demander peut-être d'étaler un petit peu la dette parce que peut-être que leur employeur va les mettre au chômage technique, peut-être qu'ils vont leur demander de les mettre en congé, mais peut-être qu'ils n'ont pas assez de congés, qu'ils ne pourront pas les prendre. Donc, ils risquent d'être en congé sans solde pendant cette période. Pour l'instant, on navigue vraiment vers l'inconnu, mais là, on va arriver sur une période pendant 6, 7, 8 semaines où il va falloir un petit peu serrer la ceinture. Mais après, l'économie va repartir. En fait, pour l'instant, tout est bloqué parce que toutes les entreprises sont arrêtées. Mais une fois que toutes les entreprises vont revenir, il va falloir encore un petit temps pour que que tous les circuits d'approvisionnement, que les sous-traitants, que les productions, etc., que tout se remette en route. Ça va prendre un petit peu de temps. D'où, encore une fois de plus, l'intérêt d'avoir votre propre fonds d'urgence avant de vous lancer dans l'immobilier. Une fois de plus, je me le répète, mais vous pouvez très bien investir avec zéro, mais ça n'est pas prudent. Donc, je vous le répète une fois de plus, si vous faites un crédit immobilier qui va vous coûter 300 000 euros, c'est-à-dire 1 000 euros par mois pendant 300 ou un peu plus de 300 mois, eh bien, ayez 6 à 12 mois d'avance sur vos comptes pour pouvoir payer de votre poche le crédit sans avoir à vous mettre dans un péril financier, personnellement.
Voilà chers amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me mettre tous vos commentaires, toutes vos questions concernant les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Je referai très bientôt une vidéo de ce style-là dans laquelle je répondrai assez rapidement à tous ces sujets qui vous tracassent. Et je sais que quand je réponds à 10 questions, dans vos têtes à chacun, il y a 100 autres questions qui arrivent. Et dans ces 100 questions, après, il y en aura encore plus qui vont arriver. Donc n'hésitez pas, je suis à votre service. Posez-moi ces questions. J'y répondrai avec grande joie. Et en tout cas, j'y répondrai si, bien sûr, je connais la réponse. Voilà, tout simplement. Chers amis investisseurs, je vous remercie beaucoup pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider un de vos proches. En attendant, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas que même en temps de crise, on continue, on fait la route ensemble. Ciao!